Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Au Maroc, après la formation d'une coalition majoritaire, l'annonce de la composition du gouvernement d'Aziz Akhanouch est très attendue. Un exécutif qui aura de nombreux dossiers à régler sur tous les plans, à commencer par l'économie qui tente de se remettre du choc de la crise provoquée par le Covid-19. Quels sont les défis économiques du prochain gouvernement? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Youssef El Guerraoui, directeur du Centre marocain de gouvernance et de management, en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour Youssef El Guerraoui. Bonjour Omar. Alors, tout d'abord, une question assez générique. Ce gouvernement aura plus des défis politiques ou économiques à gérer? Alors, le nouveau gouvernement aura en effet trois défis. Des défis certainement politiques, des défis économiques et des défis éventuellement sociaux, puisque les attentes des Marocaines et des Marocains aujourd'hui sont très élevées. Les gens sont impatients de voir le plan gouvernemental et les actions socio-économiques de la nouvelle coalition. Donc, des défis à la fois politiques, économiques et sociaux. Alors, parlons de l'économie justement, Youssef El Guerraoui. Si on avait à lister la priorité sur le plan économique, quelles seraient ces priorités-là? Alors, si on se réfère au plan, je dirais les programmes électoraux des trois partis politiques qui ont été en tête des élections législatives, le RNI et le PAM et le CNL, pour la première fois, on a des programmes électoraux qui tracent des priorités. C'est extrêmement important parce que sur un mandat gouvernemental de 4 ou de 5 ans, on ne peut pas avancer à la même cadence, à la même vitesse sur tous les chantiers, sachant que les ressources de l'État aujourd'hui sont très limitées, ne serait-ce que pour donner un chiffre. On a environ des recettes de l'État qui avoisinent 270 milliards de dirhams et ça ne permet pas aujourd'hui de financer l'ensemble des dépenses de l'État en termes de fonctionnement, d'investissement, de masse salariale, etc. Et on se retrouve chaque année avec un déficit budgétaire, sachant qu'on avait auparavant un objectif du déficit qui est à 4% du produit intérieur brut. Alors, pour 2021, on se dirige vers 60 milliards de dirhams de déficit. Donc, on sera sur un objectif du déficit de 6% du PIB. C'est quand même assez élevé. Donc, il y a toujours cette problématique de ressources, cette problématique de financement qui se pose. Donc, travailler avec des priorités, il est extrêmement important. Et quand on voit le premier parti politique en tête des élections législatives, le RNI, il a parlé clairement de l'emploi en priorité absolue. Donc, l'employabilité des jeunes, l'emploi au niveau national, même aussi au niveau des femmes, au niveau de la classe moyenne, au niveau des gens qui sont âgés de plus de 40 ans. C'est la priorité numéro 1. Et puis après, on a la mise à niveau des secteurs sociaux vitaux, donc en l'occurrence la santé et l'éducation nationale. Donc, ce sont les trois priorités qui ont été annoncées par le RNI, qui en tête des élections, et le chef du gouvernement qui est en charge de former la coalition. Bien évidemment, on en a parlé avec les deux autres partis politiques, le PAM et le CNL, et effectivement, les trois premiers partis politiques en tête des élections législatives aujourd'hui partagent ces priorités et je pense que le programme gouvernemental, il va reprendre ces trois priorités essentielles sur lesquelles le Maroc devrait travailler pour ce nouveau mandat gouvernemental. Alors, pensez-vous réellement qu'avec la conjoncture actuelle, ces promesses électorales sont vraiment tenables? Alors, en toute sincérité, aujourd'hui, nous avons une problématique de financement parce que, par exemple, quand on prend le programme électoral du RNI, il a parlé de tripler le budget de la santé. C'est très difficile de le faire dans les conditions actuelles. Avec des ressources qui ne couvrent pas l'ensemble des dépenses de l'État, on se retrouve avec un déficit de 6 ou 7% du PIB. Donc, il faut qu'il y ait une innovation fiscale, bien évidemment, qui va permettre de générer de nouvelles recettes fiscales, parce que quand on prend les recettes ordinaires de l'État, elles sont composées essentiellement de recettes fiscales. Aujourd'hui, on ne peut pas surtaxer la classe moyenne. Déjà, nous avons au Maroc le taux de TVA parmi les taux de TVA les plus élevés, taux de TVA de 20% et qui touche au pouvoir d'achat du citoyen. Donc, il faut aller vers de l'innovation fiscale. Il y a l'impôt sur la fortune qu'il va falloir développer. Il va falloir éventuellement identifier de nouvelles fiches fiscales pour pouvoir dégager de nouvelles recettes. Donc, il faut qu'on s'inscrive dans de l'innovation fiscale. Et puis, un point très important, c'est l'intégration du secteur informel.
Aujourd'hui, l'économie informelle, selon plusieurs études qui ont été faites, coûte à l'État marocain environ 300 milliards de dirhams. Donc, c'est 30% de notre produit intérieur brut, c'est énorme. Donc, l'intégration du secteur informel permettra à l'État, bien évidemment, d'améliorer la richesse nationale en termes de valeur ajoutée déclarée et surtout, bien évidemment, d'encaisser de nouvelles recettes fiscales qui vont améliorer les recettes ordinaires de l'État et pourquoi pas renverser la donne. Donc, on ne se retrouve plus sur un déficit budgétaire, qu'on soit sur un excédent. Mais la problématique, elle est beaucoup plus profonde. Dans les États émergents, on a des déficits budgétaires, mais par conséquent, on est sur de la production, on est sur de la valeur ajoutée et bien évidemment, les points de croissance sont très importants. Quand on voit le taux de croissance au Maroc, on est entre 3 et 4%, sachant qu'il va falloir faire une bonne récolte céréalière. Ce n'est pas suffisant, il faut s'inscrire sur un taux de croissance de 6-7% et c'est ça l'état d'esprit du nouveau modèle de développement. Oui, aller donc au-delà donc des 5%. Alors, il y a aussi le contexte, je le disais, c'est le choc créé par la crise du Covid. Aujourd'hui, s'il y avait des recettes de relance de l'économie pour sortir de ce choc créé par le Covid, quelles seraient ces recettes-là? Alors, les recettes de relance, donc tout d'abord, quand on voit la situation des entreprises, le nombre de défaillances, toujours on dépasse les 10 000 défaillances par an. Quand on voit le délai de paiement, on est à peu près à 200 jours de retard de délai de paiement. Et ça, c'était des chiffres officiels avant la crise du Covid-19. Donc, après la pandémie, je suis certain que ce chiffre, il s'est encore aggravé. Donc, mais la problématique encore, c'est pas les décisions de financement en termes de crédit qui ont été prises au niveau du comité de veille économique, ça ne permet pas de résoudre le problème. Parce que endetter les entreprises ne fait qu'aggraver leur situation financière et donc il faut travailler à la question de la commande. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne sont pas accompagnées, certaines entreprises n'arrivent toujours pas à accéder au marché public, même pas les commandes qui concernent certaines entreprises nationales ou des entreprises qui sont en joint venture avec des partenariats étrangers. Donc, le faible carnet de commandes des entreprises ne permet pas, bien évidemment, à ces structures de se développer et surtout de survivre et d'assurer, bien évidemment, leur survie financière. Donc, la problématique, elle est beaucoup plus profonde que je dirais, que d'allouer des ressources. Donc, ça ne suffit pas d'octroyer des crédits dans le cadre de décisions de financement au niveau du comité de veille économique. La problématique, elle est beaucoup plus profonde. Un accompagnement technique à ces entreprises pour les intégrer dans des chaînes de valeur à l'international pour que ces entreprises puissent réaliser un chiffre d'affaires à l'export, faire de l'exportation, améliorer leur carnet de commandes, avoir leur place au niveau national, au niveau des marchés publics, au niveau des marchés importants et cela permettra bien évidemment d'assurer un fonds de roulement à ces entreprises. La composition du tissu entrepreneurial marocain, plus de 70% des entreprises, c'est des TPE. Et donc, c'est des entreprises qui ont besoin d'assistance technique, qui ont besoin d'accompagnement pour faire fructifier leur chiffre d'affaires. Et je pense que c'est là où il va falloir travailler le plus. Donc, allouer des ressources, donner plus de crédit ne résoudra pas le problème. Alors, restons toujours sur ce choc créé par le Covid. On parlera tout à l'heure du nouveau modèle de développement. À ce niveau-là, on a vu, et vous l'avez évoqué, hein, pas mal de contrats-programmes, ou plutôt en tout cas de contrats de relance qui sont en train d'être signés ou qui ont été signés pour plusieurs secteurs. Et on sait que presque aujourd'hui, tous les secteurs sont sinistrés, excepté quelques 3 ou 4. Selon vous, comment faire face à l'urgence de relancer tous ces secteurs aujourd'hui sinistrés? Alors, déjà, le Maroc il a initié un plan de relance industrielle 2021-2023. Son objectif, bien évidemment, est de faire face à la pandémie pour relancer certains secteurs industriels. Quand on voit tous les secteurs économiques, certains secteurs quand même ont pu réaliser de la croissance, pu se développer encore plus en dépit de la pandémie. Par exemple, le secteur de l'agroalimentaire, le secteur des télécommunications, le secteur même digital, parce que c'est devenu une nécessité avec les mesures sanitaires, etc. Mais plusieurs autres secteurs ont été profondément touchés par cette crise sanitaire, comme le secteur touristique et tous les métiers qui entourent le tourisme. Bon, aujourd'hui, on est sur des allègements, donc jusqu'à 23 heures, un pass sanitaire pour pouvoir circuler entre villes. Ça va améliorer en quelque sorte la situation. Donc, on a besoin d'un climat de confiance pour que l'économie puisse se rétablir, puisse retrouver
ne serait-ce que son rythme ordinaire. Mais le plan de relance, c'est un plan normalement qui devrait être déployé avec le nouveau gouvernement. On attend l'investiture du nouveau gouvernement avec des actions plus concrètes, des actions plus ciblées, qui concernent bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, un accompagnement technique des entreprises sectorielles et non pas simplement des produits de financement bancaire qu'on va décider dans le cas du comité de veille économique. Ce n'est pas suffisant, sachant que plusieurs entreprises, bien évidemment, ont eu du mal à accéder à ces financements parce que soit c'est des entreprises qui n'ont pas un bilan qui est solide, soit c'est des entreprises qui n'ont pas d'opération courante et donc, bien évidemment, la banque, elle voit ces éléments avant de pouvoir débloquer les crédits, sachant que, bien évidemment, ces financements sont garantis même d'office par la Caisse centrale de garantie. Donc, vraiment, la problématique est beaucoup plus profonde. C'est une problématique d'assistance technique, une problématique d'accompagnement, sachant, pour rendre aussi à César ce qui est à César, que certaines entreprises marocaines ont profité de la crise du Covid, bien évidemment, pour se développer même à l'international. Alors, un point très important et qui est en liaison avec un indicateur macroéconomique très important, c'est la balance commerciale. Bon, au niveau du ministère de l'Industrie, il y a un plan d'action qui, bien évidemment, qui cherche à maîtriser les importations marocaines. Donc, on rationalise l'import et, bien évidemment, on développe, on encourage la production locale pour qu'il y ait, bien évidemment, un développement, bien évidemment, de la compétitivité, une compétitivité locale qui permet même aux grandes entreprises d'acheter auprès des TPE et des PME, des petites moyennes entreprises. Et aussi l'objectif, c'est d'aller vers l'export, c'est-à-dire booster les exportations marocaines et améliorer, bien évidemment, le déficit commercial. De la balance commerciale. Alors, Youssef El Guerraoui, oui. Il y a un autre point, à savoir cette feuille de route du développement, à savoir donc le nouveau modèle de développement à l'horizon 2035. Selon vous, ce gouvernement qui aura en tout cas un premier mandat de 5 ans, à quelle étape devrait-il nous avoir fait parvenir à la fin de son mandat, disons d'ici 2026? Merci, en termes de réalisation, bien sûr, du nouveau modèle de développement, je veux dire. Tout à fait. Alors, quand on prend le modèle de développement, donc le rapport, il a planté le décor, il a parlé de plusieurs éléments, facteurs humains, digitalisation, même, bien évidemment, la refonte de l'appareil administratif et, bien évidemment, le financement du modèle. Parce que le financement du modèle de développement est très important. Alors, le programme gouvernemental, son rôle devrait être quoi? Alors, tout simplement, travailler sur les priorités qui reflètent les attentes des citoyennes et des citoyens, mais dans le cadre du modèle de développement, en quelque sorte, le programme gouvernemental, il devrait croiser une concordance, une convergence entre le programme du gouvernement et le nouveau modèle de développement. Bien évidemment, c'est le politique qui prime parce que c'est le gouvernement, normalement, qui va tracer les priorités sur un mandat de 4 ou de 5 ans. On ne peut pas réaliser avec la même cadence, avec la même vitesse, tous les chantiers. On ne peut pas s'attaquer à tous les axes du modèle de développement pour 4 ou 5 ans. Le modèle de développement, c'est une feuille de route à moyen et long terme, mais je pense que les priorités sont là. Donc, l'employabilité des jeunes, faire baisser le taux de chômage aujourd'hui qui a passé les 12% au niveau national et qui est beaucoup plus élevé au niveau de la population active et occupée. Travailler aussi sur les secteurs sociaux vitaux, l'éducation nationale, la santé, et c'est des facteurs très importants de développement humain et c'est des facteurs aussi très importants, un signe très fort en termes bien évidemment d'émergence du royaume. Je pense que ce sont les 3 grandes priorités sur lesquelles le gouvernement il va travailler et bien évidemment ces priorités sont déjà inscrites au nouveau modèle de développement, mais il ne faut pas négliger l'entreprise marocaine. L'entreprise, bien évidemment aujourd'hui, tout secteur confondu, c'est une entreprise qui vit des difficultés financières, un très faible fonds de roulement, pratiquement pas de carnet de commandes et donc la politique d'octroi des crédits, les endettements ne vont pas résoudre la problématique. Il faut développer des marchés nationaux, améliorer la compétitivité de ces entreprises, les accompagner, créer des écosystèmes où on va faire rencontrer les clients et les fournisseurs. Et c'est là où l'entreprise, évidemment, elle va se développer. Puis après, accompagner l'entreprise techniquement parlant, pour qu'elle devienne une entreprise exportatrice et pour surtout qu'elle puisse s'inscrire dans des chaînes de valeur à l'international. Et si aujourd'hui on a un déficit commercial, si tu permets Omar, qu'on améliore de plus en plus, on est en train de baisser. Demain, on parlera, pourquoi pas,
d'excédent commercial. Et là, on sera sur un excédent en termes de balance commerciale qui est un excellent indicateur économique de compétitivité et d'émergence du Maroc. Alors Youssef, une dernière question. Tout à l'heure, vous avez parlé si j'ai bien noté, d'une innovation fiscale et aussi de la nécessité de lutter contre l'informel. On a l'impression d'entendre tout ça depuis peut-être plus d'une décennie maintenant. Et on a l'impression que ce sont des mots qui gangrènent l'économie, mais qu'on n'arrive pas à éradiquer. Très rapidement, Youssef, pensez-vous qu'il y a aujourd'hui la possibilité enfin de venir à bout de ces mots-là? Je pense qu'il y a la possibilité parce que le nouveau gouvernement, il a la confiance citoyenne. Le nouveau gouvernement, c'est un gouvernement qui est ambitieux. La formation du gouvernement donne un signal très fort, un signal d'une très forte coalition pour la première fois. Et je pense qu'on est pragmatique, on est sur des priorités. Je pense que le climat il est très propice pour s'attaquer à ces problématiques profondes, comme tu as dit, qui traînent depuis très longtemps. Et je pense que l'intégration de l'économie informelle, c'est tout d'abord une action de sensibilisation, une action de conscientisation, conscientiser ces unités, entre guillemets, qui sont noires, au bienfait d'intégrer l'économie nationale. Parce qu'une entreprise ou une structure qui travaille en noir, on va lui expliquer que intégrer le secteur formel, c'est de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, ce qui est une assistance technique de l'État, ce qui est un accompagnement, etc. Donc, quand on donne les points positifs, on va aider ces structures, bien évidemment, à intégrer le secteur formel et le gain serait énorme en termes de PIB, en termes de valeur ajoutée, en termes de recettes fiscales, etc. Merci. Et je pense que les 30% de PIB qu'on perd aujourd'hui à cause du secteur informel ne permettent pas au Maroc d'émerger et de réaliser des points de croissance importants, que tu as dit, supérieurs à 5% du PIB. Et puis, bien évidemment, en termes de fiscalité, aujourd'hui, il y a une très forte pression sur la classe moyenne. Oui, Omar. En tout cas, je vous disais grand merci à vous pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat et que vous êtes le directeur du Centre marocain de gouvernance et de management. Merci encore une fois, Youssef, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Omar. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.